Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Univers SwiftNet. Un épisode qui sera consacré aux prévisions de trésorerie, sujet très important en cette période de temps troublé, car un peu comme en 2008 d'ailleurs, le risque le plus à craindre pour les entreprises de l'Hexagone est le manque de liquidité. Mais alors que le contexte est vraiment incertain, que la volatilité sur les marchés n'a jamais été aussi forte, que les conséquences de la crise ne sont pas encore totalement définies, comment est-il possible de dynamiser et surtout de fiabiliser ces prévisions de trésorerie? Voici le fil conducteur de l'émission de ce jour. Pour répondre à cette question, je suis heureux d'accueillir deux experts sur le plateau, en la personne d'Éric Guénaud et de Thomas Rubio. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Thomas Rubio, je suis le directeur conseil de CashSolve. Avec mon équipe, je suis en charge de la mise en œuvre des projets chez nos clients, de la formation des utilisateurs et également du support. Mais au-delà de l'installation de la solution, nous proposons aussi des services à nos clients qui permettent de fiabiliser leurs prévisions et puis d'organiser au mieux ce processus de prévision de trésorerie de manière à pérenniser ce processus dans leur entreprise. Bonjour, je suis Éric Guénaud, je suis directeur de la BU Trésorerie chez ACA et donc j'ai 15 ans d'expérience dans les systèmes d'information de gestion de trésorerie. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ACA, s'il te plaît? Écoute, ACA, nous sommes un éditeur de solutions SaaS. Nous sommes 100 collaborateurs basés à Paris. Il y a deux choses qui nous caractérisent particulièrement. La première est que nous travaillons plutôt avec des entreprises ETI ou grandes entreprises. Nous aimons les projets complexes à forte dimension métier. Et la deuxième chose qui nous caractérise, c'est la proximité que nous cultivons avec nos clients. D'accord. Et est-ce que tu pourrais peut-être faire un focus sur les produits, et notamment les produits sur les prévisions de trésorerie? Oui, alors très rapidement, puisque ce qui caractérise ACA, c'est que nous ne sommes pas un pure player dans les TMS. Nous éditons trois gammes de logiciels. D'abord, une gamme qui s'appelle Assurex, qui est un logiciel de gestion des rentes et des sinistres. Nous éditons également un interpréteur comptable qui s'appelle Easy, qui permet de générer de la comptabilité à partir d'événements métiers. Et puis pour finir, nous avons effectivement une gamme de gestion de trésorerie qui contient deux outils. Un outil qui s'appelle Tétige, qui est plutôt dédié à la gestion de trésorerie opérationnelle, et un outil qui s'appelle CashSolve, qui est dédié à la gestion des prévisions de trésorerie. Voilà. Donc alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler en détail du fonctionnement de nos outils, hein. Nous allons plutôt nous attacher à parler méthodologie et méthodologie autour de la gestion des prévisions de trésorerie. D'accord, merci Eric. Donc je me permets de me tourner vers toi, Thomas, parce qu'en tant que directeur conseil de la solution CashSolve, est-ce que tu as pu voir des changements dans l'utilisation de nos outils chez nos clients? C'est vrai qu'il y a eu un événement quand même assez important l'année dernière, c'est à partir du mois de mars, le début du confinement, donc lié à la crise sanitaire. Donc c'est vrai que pour nos clients, ça a changé beaucoup de choses dans la manière d'utiliser notre outil. Donc la première priorité pour eux, ça a été de se focaliser sur une prévision court terme pour anticiper les problématiques de liquidité. Et puis ensuite, dans le cadre de la négociation de report d'échéance avec leurs banquiers, ou bien dans l'obtention de nouveaux financements, notamment de type PGE, ils ont été obligés de se projeter sur un horizon un petit peu plus long. Donc quand je dis un petit peu plus long, c'est 2-3 ans. Donc ce qui change un petit peu, puisque nos clients, certains font de la prévision sur tout court terme, donc 13 semaines, d'autres font de la prévision à l'horizon budgétaire. On a certains qui font les deux types de prévision. Mais en fait, assez rarement, ces clients-là vont sur une perspective de 3 ans. Donc en fait, il y a eu ce changement-là qui a été important dans leur façon de travailler dans notre outil.
Donc tout ça, ça remet en perspective le fait qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs prévisions de trésorerie qui répondent à des besoins opérationnels qui sont différents. Donc peut-être avant de parler de dynamiser la prévision de trésorerie, il est peut-être intéressant de reprendre et de rebalayer les différents types de prévisions de trésorerie qui existent en termes de gestion opérationnelle chez nos clients. Donc c'est ce qu'on voit sur cette première slide où on a présenté les 4 grands types de prévisions de trésorerie organisés par horizon de prévision. Et puis ensuite, on a indiqué qui est l'acteur dans l'entreprise sur la réalisation de cette prévision, quels besoins cela vient couvrir, et puis surtout, on a besoin de communiquer avec des tiers. Donc, qui sont les tiers pour quel type de prévision qui vont être intéressés par donc, des projections de prévision de trésorerie. Donc, si on les prend dans l'ordre, avec les durées les plus courtes en premier, donc la première prévision, on va dire, c'est la prévision que fait le trésorier tous les jours, donc dans sa gestion opérationnelle, donc sa planification des flux de paiement et d'encaissement, qui va permettre donc d'alimenter son outil de gestion opérationnelle de trésorerie. Donc là-dessus, en termes de communication, c'est sûr que c'est un travail qui reste très opérationnel et très interne à la trésorerie et n'a pas vocation à donner lieu à de la communication externe, par exemple. Ensuite, on a la prévision court terme. Donc cette prévision court terme, à horizon 13 semaines, a pour objectif pour les groupes de pouvoir anticiper leur risque de liquidité, pouvoir aussi arbitrer leur financement, et donc d'avoir des actions assez rapides auprès de leurs filiales sur je fais remonter de la trésorerie d'une filiale, j'en pousse vers une autre filiale, et puis si besoin, je vais aller tirer sur une ligne de financement. Donc cette prévision court terme, elle est essentiellement à usage interne de la direction financière. Éventuellement, dans certains cas, elle peut être communiquée à un administrateur judiciaire qui a besoin d'avoir une vision hebdomadaire sur la prévision de trésorerie. Ensuite, on va basculer dans la prévision moyen terme, donc dans un environnement un peu plus financier, puisque sur ces 2 prévisions, la prévision budgétaire donc, qui va sur l'horizon du budget ou à 12 mois glissants, et puis une prévision moyen terme à 3 ans, 5 ans en fonction des besoins. Donc là, les personnes en charge de ces 2 prévisions, en fonction des groupes, ça peut être différent. Ça peut être centralisé au niveau de la trésorerie ou au niveau du contrôle de gestion. En tout cas, c'est une prévision qui est couverte par la totalité de l'équipe finance. L'objectif de ces prévisions-là, ça va être bien sûr, à partir d'une projection d'activité, donc un budget d'exploitation, un budget d'investissement, de construire la prévision de trésorerie à la fois en méthode directe, encaissement-décaissement, et puis en méthode indirecte, donc EBITDA to cash ou EBE to cash. Donc là, on est plus dans un objectif, bien sûr, de performance financière, donc de pouvoir trouver des moyens d'améliorer son BFR, de pouvoir aussi définir sa structure financière qui va permettre à l'entreprise de réaliser ce plan stratégique, et donc d'avoir les moyens d'aller communiquer avec les partenaires financiers. Donc, certes, on va communiquer avec ses partenaires financiers, on va aussi communiquer en interne avec son comité exécutif, ses actionnaires, en particulier si c'est les actionnaires financiers de type LBO, eux ont besoin vraiment de pouvoir se projeter sur la génération de cash à moyen terme. Et puis, comme je l'expliquais un petit peu avant, avec les banquiers pour pouvoir aller trouver des nouveaux financements ou renégocier les financements existants. Pour des sociétés cotées, on peut également avoir besoin de ces types de prévisions pour discuter avec des sociétés de rating. Merci Thomas pour ces explications, mais là je me mets dans la tête des DAF qui sont en train de nous écouter. Doivent-ils mener de front ces 4 prévisions ? Alors, c'est sûr, ça paraît ambitieux d'avoir ces 4 niveaux de prévision à mettre en place. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que déjà, tous les groupes ne sont pas au même niveau de maturité sur la prévision de trésorerie. Donc, on a déjà, de plus en plus d'ailleurs, des groupes qui font ces prévisions court terme, moyen terme, avec un niveau de qualité qui est variable d'un groupe à un autre. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est fait de manière empirique sur des maquettes Excel. Donc, ce qui va être compliqué à partir de cette méthode empirique sur des maquettes, c'est de pouvoir faire évoluer
son pilotage vers plus de besoins et plus de couverture fonctionnelle. Donc, il y a un critère de maturité, mais je pense qu'aujourd'hui, le critère fondamental sur qu'est-ce que je dois mettre en place comme pilotage de trésorerie dans mon groupe, c'est le contexte économique. Donc sur la slide qui est à l'écran, ce qu'on voit, c'est qu'on a catégorisé ces contextes en deux grands groupes. Donc un contexte de retournement, de tension de trésorerie, donc tous les groupes qui sont en difficulté sur des problématiques de liquidité. Et puis, des groupes aussi qui sont, alors on a mis en croissance ou cash riche. Alors après, on a des sociétés en croissance qui, bien sûr, peuvent avoir des besoins et des tensions de trésorerie pour financer leur BFR ou financer leur plan d'investissement. Après, ce qui change, c'est que ces sociétés-là ont un EBITDA positif, donc ont un accès au financement beaucoup plus simple et aisé que les sociétés qui sont en retournement. Donc, si on reprend un peu nos typologies de prévision, la prévision court terme, quand on est en retournement, c'est sûr que la fréquence de mise à jour, elle va être hebdo, voire même dans certains cas quotidienne. Après, sur une prévision de type budgétaire, sur une société en difficulté, on va être sur un rafraîchissement au mois, et puis sur le plan moyen terme, ça va dépendre de l'avancement du plan de retournement avec des mises à jour qui peuvent être dépendantes de ces évolutions du plan stratégique de retournement. Donc on voit très bien que ce qui va changer d'un contexte à l'autre, c'est la fréquence de rafraîchissement, mais que ça soit une situation de retournement ou de cash riche, à chaque fois, on va avoir la double vue, c'est-à-dire la vue court terme et la vue moyen terme, avec une grande nouveauté, c'est ce besoin d'aller au-delà de l'horizon budgétaire, d'aller sur un horizon de 2 à 3 ans pour les sujets qu'on évoquait précédemment de remboursement ou d'accès à des nouveaux financements. Ce qui a changé avec le Covid, c'est bien sûr aussi le manque de visibilité. Et donc aujourd'hui, même là en début d'année 2021, c'est difficile d'avoir une visibilité sur l'activité d'ici la fin d'année. On ne sait pas si on va être reconfiné, pas reconfiné. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller au-delà de l'année. Donc bien sûr, tout ça se fait sous contrainte. Il y a une principale contrainte dans la réalisation d'une prévision de trésorerie, c'est l'information source. Donc, bien sûr, en fonction de la qualité, de la fréquence de cette information, on va être en capacité de pouvoir avoir un niveau de qualité dans ces prévisions qui va être différente. Et puis, l'autre contrainte, qui est souvent le cas le plus flagrant, c'est l'organisation. Donc, il va falloir mettre en place une organisation dans l'entreprise pour pouvoir avoir ces différentes prévisions de trésorerie. Donc, de trouver le bon équilibre entre un besoin et puis des ressources. Et donc pour ça, une organisation rigoureuse au niveau de l'équipe finance va être nécessaire. Alors tu indiques bien que effectivement, alors il y a une personne qui doit être responsable de la bonne tenue du processus de prévision, alors qu'on appelle le cash controller, qui est une fonction et qui n'est pas un titre. Voilà, donc en fonction des organisations, va être ou un trésorier ou une direction financière qui va assurer cette fonction. On a bien compris qu'il y a des relais dans les équipes finances qui sont chargés de consolider une information financière. C'est très clair. Ce que je voudrais dire en complément, c'est que pour que ça marche bien, et c'est ce qu'on voit chez nos clients, il faut éviter la mise en place d'une relation client-fournisseur entre les contributeurs et le consolideur et le cash controller. Ce qu'il faut considérer, c'est que, et j'introduis ton slide suivant, c'est qu'on veut travailler dans un cercle vertueux et qu'il est important de démontrer aux personnes qui fournissent de l'information qu'on est également en mesure de les aider pour améliorer la qualité de cette information. Il ne faut pas oublier que... alors, si on est sous LBO, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais que ce n'est pas l'entreprise qui est au service de la finance, mais que la finance est un outil pour aider au pilotage de l'entreprise. Et donc, il faut arriver à exploiter cette information de prévision pour pouvoir, améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Tout à fait. Donc, on l'a bien compris, c'est que on est vraiment sur un besoin d'organisation.
donc de responsabilisation aussi des différents acteurs. Et donc, si on est dans les métiers finance, hein, tous ces processus métiers, dans certains cas, ils sont assez bien formalisés avec la responsabilisation de chacun des acteurs. Je pense notamment à tout ce qui est clôture comptable ou on va dire budget d'exploitation du contrôle de gestion. Aujourd'hui, c'est des processus qu'on va retrouver dans toutes les sociétés, avec des gens qui sont formés à ces processus-là, donc ça fonctionne plutôt bien. Par contre, on va peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Donc sur la partie process de la prévision de trésorerie, ce n'est pas aussi simple parce qu'on est sur un métier qui est un petit peu plus complexe, qui nécessite, on voit, des communications entre plusieurs métiers de la finance. Et ce qu'on constate chez nos clients, c'est que ce processus-là est souvent peu formalisé et mal structuré. Donc, nous, ce qu'on apporte en valeur à nos clients lors de nos projets, c'est bien sûr de se mettre, tu parlais de cercle virtueux, c'est ce qu'on voit sur la slide avec cette roue qui démontre qu'on peut mettre en place un process avec de la récurrence et avec une action récurrente sur la mise en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on va conseiller? Nous, c'est déjà à nos groupes de bien planifier leur prévision. C'est ce qu'on voit sur le graphe avec le plan, c'est on va planifier notre organisation et puis bien sûr on va planifier ce qu'on souhaite obtenir comme type de pilotage, comme type d'analyse qui vont permettre de prendre des actions opérationnelles pour l'amélioration de la génération du cash. L'étape suivante, c'est bien sûr de mettre en place. Donc quand on dit mettre en place, c'est on va réaliser plusieurs prévisions qui bien sûr dans un premier temps ne seront pas très fiable, le processus ne sera pas forcément performant, et j'ai envie de dire c'est normal. Donc ensuite, l'étape importante, c'est et c'est là le côté dynamique sur la prévision de trésorerie, c'est de rentrer dans une phase où on va avoir une phase de check, donc d'analyse d'écart. Donc quand on dit analyse d'écart, analyse d'écart sur la prévision, c'est-à-dire j'avais prévu une certaine prévision de trésorerie, j'ai un réalisé, j'ai des écarts, je les explique, et en les expliquant, je vais corriger à la fois mon modèle, ma modélisation de ces flux-là, mais aussi je vais améliorer mon organisation. Derrière, il ne faut pas oublier que tout ça nécessite a pour objectif de prendre des décisions et de mener des actions. Donc typiquement, de pouvoir améliorer sa gestion du BFR, éventuellement décaler quelques investissements. En tout cas, vraiment l'objectif final, c'est d'améliorer la performance financière de l'entreprise. Oui, d'où aussi l'importance de cette petite cale qu'on peut voir, puisqu'une roue peut aller en arrière. Exactement, et je pense que cette cale a toute son importance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter de régresser. Alors, ça peut arriver, nous on constate des régressions souvent d'ailleurs quand il y a des gens qui quittent la société, donc on insiste fortement sur le côté formalisation de ce processus, donc de pouvoir le documenter avec les responsabilités des uns et des autres, et puis la méthodologie ou on peut appeler ça le mode opératoire de réalisation de la prévision. Ça nécessite aussi de la formation, d'avoir des acteurs qui soient formés à la prévision de trésorerie, car aujourd'hui, autant un contrôleur de gestion ou un comptable, c'est des métiers qui existent. Prévisionniste de trésorerie, c'est un peu plus rare. Parce que finalement, on a quand même l'impression que la prévision, pour certains, est un peu optionnelle. C'est-à-dire que la prévision, finalement, est un process de reporting. On peut vivre à court terme sans faire de prévision. Et alors, tu parlais de culture cash tout à l'heure, on en reparlera un petit peu juste après. On a quand même l'impression que pour certaines entreprises, on fait des prévisions s'il reste un peu de temps après la clôture, quoi. Souvent, en effet, la prévision de trésorerie est un peu le parent pauvre de la finance, puisqu'il faut attendre que les clôtures soient terminées, les reportings de gestion, puis souvent on dit à la personne en charge, voilà, tu as une journée pour faire ta prévision. Donc c'est là où l'organisation est importante. Je rajouterais que un outil comme Cashsolve aussi va permettre de structurer tout ça. Donc quand je dis structurer, c'est d'avoir dans l'outil la méthodologie, l'organisation, et puis surtout l'outil va donner de la productivité et permettre de faciliter l'analyse des écarts.
Faire ça sur Excel, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'un outil comme CashSolve va permettre d'avoir un côté structurant dans l'organisation de la fonction finance sur ce sujet-là. Bon, on le voit bien sur nos nouveaux projets, où finalement, un projet de mise en œuvre de CashSolve, c'est pas seulement la mise en place d'un outil, c'est d'abord, et c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est d'abord la mise en place d'une méthodologie, et qu'il y a une composante métier qui est quand même très importante en comparaison de projets de mise en place de TMS. Oui, c'est sûr qu'au-delà de la partie traitement de l'information, qui permet de construire la prévision, on voit bien que assez vite, un projet réussi est un projet où l'organisation a été bien mise en place avec, comme je le disais, la formalisation et la responsabilisation de chacun des acteurs. Je rajouterais que le rôle du DAF est important. C'est lui aussi qui doit être le sponsor et qui doit vraiment pousser pour que l'ensemble de ces équipes, comme tu le disais tout à l'heure, travaillent dans une bonne collaboration et pas dans un rôle client-fournisseur qui peut être des fois un petit peu compliqué à mettre en place. Est-ce que Thomas, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu as pu constater qu'il y avait des nouveaux indicateurs qui étaient mis en place chez nos clients avec tout ce qui est en train de se passer? Alors, oui, en effet, ce qui a changé l'année dernière sur la crise sanitaire, c'est le besoin de se projeter avec une fréquence un peu plus forte. C'est pour ça qu'on parle de dynamiser la prévision de trésorerie. Et en effet, nous, on a poussé pour que l'analyse d'écart soit vraiment un réflexe mensuel ou hebdomadaire en fonction des prévisions pour pouvoir rafraîchir et améliorer sa prévision de trésorerie. Donc là, on a donné sur la slide qui est à l'écran 3 exemples de rapports et d'indicateurs qui sont importants. Le premier, sur la partie gauche, c'est de pouvoir analyser son écart réel versus prévisionnel en identifiant des écarts d'activité par rapport à des écarts de règles. Donc globalement, pour dire j'ai encaissé plus parce que j'ai vendu plus ou j'ai encaissé plus parce que j'ai été meilleur dans ma collecte de mes créances clients. Donc ça permet aussi, et c'est le but de l'analyse des écarts, de pouvoir corriger son modèle et si on a fait une erreur technique de modélisation, de pouvoir améliorer sa prochaine prévision. Les deux autres graphes que l'on voit sur la partie droite, c'est la projection. Donc là, on se dit, je suis sur une projection annuelle où je regarde d'une prévision à une autre l'évolution de ma trésorerie de clôture sur le graphe du haut, et puis sur la partie basse, l'évolution de ma dette financière nette comparée à mes lignes de financement disponibles. Ce dernier état est très important puisque c'est ce qui va permettre d'alerter quand nos lignes de financement ne sont plus suffisantes pour couvrir notre besoin. C'est le cas sur ce graphe-là où on voit qu'au mois de décembre, on a des lignes disponibles qui ne sont pas suffisantes pour couvrir le besoin de financement. Donc si on anticipe ce manque, l'équipe financière va pouvoir justement prendre des actions, soit sur son pilotage interne pour améliorer son BFR et donc réduire sa dette, ou bien aller chercher des nouveaux financements, ou négocier des décalages quand c'est possible. On a abordé pendant l'échange la culture cash et la maturité des entreprises françaises sur cette culture cash. Est-ce que, Eric, tu as un petit mot à nous dire là-dessus? Oui, rapidement. Alors, nous, la vision du marché, du niveau de maturité du marché qu'on a, elle est faite par les appels entrants qu'on reçoit et des entreprises qui envisagent de mettre en place un outil comme CashSolve. Donc évidemment, elle est un petit peu biaisée. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que quand les entreprises commencent à mettre en place de la culture cash, elles commencent en général par déployer une maquette Excel. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'Excel est notre pire ennemi, C'est pas le concurrent, mais pas notre concurrent. Mettent en place des maquettes Excel, commencent à les diffuser dans leur organisation, s'en servent pour collecter de l'information, constatent en général assez vite que effectivement, il y a un écart certain entre leurs prévisions et leurs réalisés, essaient de comprendre pourquoi, rajoutent des axes analytiques dans leur fichier Excel et donc sont finalement dans la méthodologie que Thomas donnait tout à l'heure, qui est j'ai ma roue et j'analyse mes écarts et j'essaie de comprendre pourquoi et d'améliorer mon modèle. Arrive à un moment où les fichiers Excel font à peu près 40 mégas et donc on n'arrive plus à les envoyer par mail et c'est le bazar et on n'a plus de traçabilité.
Et en général, c'est à ce moment-là où les entreprises nous contactent. Et donc après, effectivement, on les aide à mettre en place une méthodo structurante et puis un outil qui permet de supporter cette méthodologie. Mais, comme on disait tout à l'heure, l'outil seul n'est pas la réponse au problème de qualité des prévisions. On a mis il y a 3 mois, on a mis en place il y a 3 mois CashSolve dans une grande entreprise du CAC 40, qui a structuré un premier niveau de processus avec ses filiales de par le monde, et qui en est au moment où elle constate que la mise en place de l'outil seul, effectivement, ne donne pas une qualité de prévision suffisante, et commence à analyser l'origine des écarts. Donc elle a identifié par exemple que sur les intercos il y avait un problème, que ce qui plantait globalement leur prévision c'était une BU particulière, et que donc il fallait s'intéresser à la manière dont les données étaient collectées dans la BU. Donc voilà, il y a la culture cash, ça doit être fait étape par étape. Il faut prendre le temps d'améliorer son processus au fil de l'eau. Souvent, il commence sans outil, il termine avec un outil, et la méthodo est importante, l'outil ne fait pas tout. Si je comprends bien, Eric, c'est qu'au-delà de l'outil, de la mise en place de l'outil, les équipes d'ACA accompagnent les clients sur leur culture cash. Oui, absolument. Pour nous, c'est important d'avoir un process qui, chez nos clients, soit en amélioration continue et soit pérenne. Il y a aussi une donnée, je pense, importante, c'est justement la data, la donnée. Où on va chercher cette donnée? Quelle donnée est importante pour réussir à bien ses prévisions de trésorerie? Je disais un petit peu tout à l'heure, ça va être des données comptables, des données de gestion. C'est sûr que plus la donnée va être de bonne qualité, plus on aura une prévision de qualité. Mais il ne faut pas non plus attendre d'être en clôture mensuelle à J+3 et d'avoir du rolling forecast budgétaire mensuel pour faire de la prévision de trésorerie. Donc tout ça avance en même temps. Et donc souvent d'ailleurs, la prévision de trésorerie est un prisme qui permet d'identifier des sources d'amélioration sur des process comptables ou des process budgétaires. Et on a vraiment 2 types d'architecture chez nos clients. On a d'une part les corporates qui sont, je dirais, très informatisés, qui ont déjà une comptabilité centralisée dans un ERP, qui ont des processus comptables qui sont hyper carrés. Et en général, dans ces cas-là, les données sont importées de leurs ERP comptables, et d'ailleurs pour les prévisions, balance AG, et pour la banque. Ce qui est important, si on veut être en mesure de bien trouver l'écart entre ces prévisions et ces réalisés, c'est de prendre les photos au même moment. Donc dans ces cas-là, on exporte les journaux de banque du système comptable pour qu'ils soient, je dirais, alignés avec les prévisions. Et puis, on a un deuxième cas d'usage qu'on trouve dans les entreprises un peu plus petites, où on est je dirais vraiment sur de la saisie au fil de l'eau et presque manuelle de prévision dans nos outils. Et dans ces cas-là, en général, le réalisé est alimenté en temps réel depuis notre TMS Tétis, par exemple, dans CashSolve, pour avoir vraiment une donnée qui est très à jour. Très bien, merci Thomas, merci Eric pour nous avoir partagé votre expérience sur ce sujet. Je me permets de rappeler que ACA est un éditeur de logiciels SaaS spécialisé dans la gestion des flux, et dans ce cadre, nous serons ravis d'accompagner les entreprises qui nous écoutent sur leurs problématiques. Merci. Merci.